Donc on était encore en train de parler de démographie. Et alors, tu me dis que probablement les mesures d'incitation, donc les allocations familiales, etc., même si l'effet n'est pas radical pour inverser la courbe et faire en sorte que les femmes aient plus d'enfants, ça a quand même il y a quand même une certaine efficacité, tu dirais. Il est possible que, par exemple, en Hongrie, qui est l'exemple le plus fréquent, il faut supposer que s'il n'y avait pas ces mesures d'incitation, par exemple, les gens ne payent plus d'impôts sur le revenu à partir de 3 ou 4 enfants, ce genre de choses-là, que la situation en fait serait bien nataliste, sera bien pire, sur la natalité serait bien pire que s'il n'y avait pas ces mesures. Peut-être, il faut le supposer, parce que ça a forcément un effet. Il est peut-être faible, mais bon, ça serait bien pire. Mais en réalité, moi je pense que c'est une question d'image, une question de symbole. À la fois sur le statut de la maternité de la femme, le statut de la maternité, le statut de la maternité de famille nombreuse, la mère de famille nombreuse, et qu'il y a des petits exemples, on l'évoquait hier, comme la Géorgie, où le patriarche orthodoxe de Géorgie a dit qu'il serait le parrain de tous les enfants à partir du 3e enfant, il serait le parrain de tous les 3e enfants de Géorgie. Où les médailles, les grandes mises en valeur de femmes, de mères en Mongolie, en Mongolie, le taux de natalité est de 2,74 actuellement, ce qui est bien supérieur, au moins le double, quasiment le double de la Chine, de la Corée, du Japon, donc des pays environnants. Mais de façon générale, en Asie centrale, la natalité est plus forte. Mais bon, c'est des tout petits nombres. En tout cas, la question symbolique est très forte. Et moi, je me disais, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça en France ? Évidemment, c'est pas l'archevêque de Paris qui sera... personne ne voudra de l'archevêque de Paris, surtout l'actuel, comme parrain de ces enfants. Enfin, il n'y a aucun prestige à avoir ça. En revanche, une star, une star de cinéma, une star de la chanson, ou une star du sport, Kylian Mbappé... pour ceux qui aiment Kylian Mbappé, dirait je suis le parrain de tous les cinquièmes, de tous les 4e, 3e, 4e, 5e enfants des familles, et il y a des tas de gens qui seraient très honorés d'avoir, très honorés d'avoir Kylian Mbappé comme parrain. On peut l'imaginer, il y a des tas de milieux où ça serait... Alors évidemment, il ne sera pas pour toute la France, on peut dire qu'il le fait pour une région, peut-être sa région d'origine. Enfin, on peut avoir ce genre de mouvement où le prestige, où la famille devient prestigieuse parce qu'elle est liée à Kylian Mbappé. Surtout, ça devrait être en fait une recommandation de presque toutes les agences de relations publiques en fait. Parce que c'est tous les gens qui se creusent la tête pour savoir comment rendre quelqu'un sympathique. Ah ben oui, je trouve exactement. Que universellement, t'as tout à fait raison. C'est extrêmement fort. Proche des gens, bien personnel. La personne qui fait attention, elle fait attention aux autres, enfin tout ça qui augmente le statut. Et puis qui généreux, qui aime son pays aussi. Qui aime les gens de son pays, oui. Voilà, c'est ça. Qui aime des gens concrets aussi. Oui. Un ancrage local, etc. Et puis ensuite, ça crée une popularité. Oui, ça crée une popularité, à mon avis, très forte. Et ça coûte rien. C'est beaucoup plus facile à mettre en place que des mesures, par exemple, où on va compenser les femmes, on va donner des allocations familiales beaucoup plus élevées ou proportionnelles au salaire de la mère, parce que la mère renonce à un certain salaire. Ça, c'est très compliqué, il y a des effets pervers, des effets de bord, puis ça, il faut une administration pas possible derrière pour compter tout ça, vérifier qu'il n'y a pas de fraude et tout. Et puis tu peux très bien imaginer qu'il va y avoir beaucoup de triches en fait. Et puis pourquoi pas les pères, enfin bref. On rentre dans des trucs des débats sans fin, techniques sans fin, alors que là c'est du statut, et je pense que le statut est beaucoup plus important pour beaucoup de comportements humains, et celui-ci, celui de la natalité également. Oui. Il faudrait faire un peu une liste des différents
différentes mesures comme ça, donc les parrains et puis d'autres choses qui seraient comme ça. Elon Musk, qui est très... qui est qui est pro-famille. très il devrait faire ça, il devrait donner l'exemple. Ouais. Il devrait dire, ben voilà, je suis parrain il faut qu'il soit bon, il peut pas être parrain de tous les petits Américains numéro 3, mais bon. Non, mais lui qui a par exemple 10 enfants, tous les dixièmes de famille, je suis sûr qu'à l'échelle mondiale, ce serait relativement gérable en fait. Il aura même pour lui, plein d'Indiens. Je sais pas si je suis pas sûr qu'en Inde il y ait tant de. Ah bon? Mais non, la natalité indienne n'est pas formidable non plus. Ok. Je sais plus quel est le taux, il faut regarder. Ça change. Je sais même pas si les chiffres sont fiables, hein, c'est ça le problème dans ces pays-là. Et les Indiens, ils sont plus. Ils restent plus en couple, tu vois, par rapport aux Africains. Tu sais, en Afrique, il y a ce problème que. Que les pères disparaissent. Oui, et en fait, les femmes ont pas mal d'enfants, mais c'est très rarement avec le même père. Je sais pas comment ça marche en Inde. Je connais pas la stabilité, le taux de divorce en Inde. Ouais. Et alors, comment est-ce que tu penses, quelle mesure permettrait de faire en sorte que les femmes, les familles puissent continuer à vivre à peu près à un niveau équivalent, enfin un niveau acceptable au quotidien, sans que les deux travaillent? La raison pour laquelle je dis ça, c'est que ici en Suisse, l'école, et notamment l'école enfantine, est organisée. Ah oui, ça c'est. T'as vu cette route-là? Ouais, c'est pont sur l'autoroute en Suisse, c'est un truc extraordinaire qui fascine les étrangers. Ouais. Parce que c'est un sacré investissement. Explique ce que c'est. Et ben en fait, il y a des travaux sur l'autoroute. Et au lieu de faire un contournement où ils font passer sur la voie, l'autre voie, ils fabriquent un pont temporaire, comme certainement l'armée sait les faire, au-dessus, et ils font les travaux en dessous en fait. Et donc la voie n'est pas perdue. La voie n'est pas perdue. Enfin, je sais pas à quel point ils peuvent vraiment travailler en dessous du pont, hein, parce qu'il doit y avoir quand même des Ça dépend des travaux. Des piliers fréquents, mais ça permet c'est assez extraordinaire. Il y a quelqu'un d'ailleurs à l'étranger m'a parlé de ça, je crois que c'était un ingénieur. Il y avait eu un article dans des journaux. Qui était impressionné par ça. Enfin, reviens sur la... Et donc sur les femmes, en fait, donc, je sais pas, admettons que lorsque les deux travaillent, ils gagnent 100 000 par an. Pour que ça soit rond et que en fait pour la famille, que ça soit le mari ou la femme, et surtout la femme en fait, ça lui tient pas particulièrement à cœur de travailler. L'important c'est si la famille a suffisamment d'argent. Et donc il y a évidemment une époque où je suppose les ménages gagnaient à peu près autant qu'aujourd'hui, mais il n'y en avait qu'un qui travaillait. Et je parlais de la Suisse et du système scolaire, où en fait les allocations ne sont pas du tout extraordinaires en Suisse par rapport à la France, mais elles sont moindres rapportées au pouvoir d'achat. Mais il y a quand même dans les écoles ce système où par exemple la première maternelle, c'est uniquement de 8h30 à 11h50. Et puis l'après-midi, on peut inscrire son enfant dans une garderie organisée par l'école, mais ça coûte en fait, alors qu'on est à l'école publique. Et donc finalement, tout ça coûtant très très cher, et au final, puisque le service est très cher en Suisse, que ce soit la crèche ou ce genre de garderie, et donc on se retrouve avec un système qui décourage fortement le travail à 100%, parce que à moins d'avoir des grands-parents qui sont autour pour s'occuper des enfants, ça coûte très très cher d'avoir ces enfants supplémentaires. Et donc je ne sais pas à quel point en fait pour beaucoup de Français, c'est ce système où je parle de la première maternelle qui se terminait à midi, alors la seconde maternelle ça se termine peut-être à 14h, 15h, et puis ça continue comme ça pendant presque toute la scolarité, et donc ça reste, c'est pas du tout une prise en charge de l'enfant en gros du matin au soir sur 8 heures, et donc ça complique considérablement, ça demande beaucoup plus de temps partiel si les deux parents doivent travailler, et puis ça encourage en fait derrière le fait qu'il n'y ait qu'un parent qui travaille. Mais c'est une décision difficile de nos jours, parce qu'il y a
finalement pas beaucoup de gens qui sont en mesure d'avoir une seule personne qui gagne suffisamment pour avoir à peu près la même chose que les deux. Et je suppose que il y a 50 ans, quand justement il y avait beaucoup plus de femmes au foyer, c'était aussi parce que ce niveau de vie était à peu près suffisant avec un salaire. Et quelles mesures seraient nécessaires pour revenir à ça en fait? Parce que je pense pas que les conditions par ailleurs ont énormément changé en fait. La productivité des gens a certainement augmenté, etc. Donc comment est-ce que... Enfin, là, disons que moi je pense que c'est au fond les 15 points de taxation supérieurs, en tout cas en France, par rapport aux années 80, qui expliquent la mise au travail de beaucoup de femmes. Et le fait que le salaire d'un homme ne suffise plus. Il y a ça. Hein. Donc c'est pour répondre, c'est pour compenser la taxation. Le niveau de prélèvement obligatoire qui est sociaux en France, sociaux et fiscaux, qui est beaucoup plus important. Il y a 1 million de fonctionnaires en plus en France depuis 1997. C'est 1 million. Ouais. C'est dingue. Bon bref. Et puis éventuellement des mesures derrière de France, réduction d'impôts. En France, le système ce qui explique peut-être, parce que ça répond exactement à cette problématique-là, la question de peut-être la natalité, un peu moins pire en France qu'ailleurs, c'est effectivement le système de garde qui est très varié, très accessible en France, mais pas cher. En France, on paye, soit on a recours aux crèches municipales ou aux crèches privées, et ça, il y en a beaucoup qui sont développés ces dernières années. Il y a des tas de systèmes d'incitation avec des chèques emploi-service, plus ensuite des emplois à domicile déclarés qui font bénéficier l'employeur d'un crédit d'impôt, d'exonération de charges sociales, et qui rendent très facile et assez accessible, en tout cas pour les cadres, disons. Ça passe aux gens cadres qui bossent, les deux qui bossent, là où ce sont les gens qui doivent faire un arbitrage parce que leur productivité est supérieure à celle de la nounou en gros. Et donc là-dessus en France c'est pas trop mal, ça coûte pas trop cher, mais c'est jusqu'à 6 ans. Il y a combien de congés maternité? Est-ce que est-ce que tu penses que le congé maternité et le congé paternité sont des mesures incitatives? Par exemple en Suisse, le minimum légal c'est 15 semaines je crois de congé maternité. En France ça doit être quelque chose au moins ça. Je crois ça augmente à partir du 3e enfant. T'as peut-être 1 mois de plus, je crois que c'est 3 mois le congé paternité en France, c'est 15 semaines. Ensuite, tu as les mesures de congé parental qui sont très utilisées. Mais le problème de ce truc-là, c'est que c'est temporaire. Là, on parle de toute la scolarité d'un enfant et de la meilleure manière de garder un enfant. Alors, évidemment, le contre-argument, c'est la collectivisation ou la sous-traitance de l'éducation de tes enfants. Alors, tu le fais déjà à l'école, mais si en plus tu le fais à la maison. Alors, cela dit, hier, tu me disais que une femme aujourd'hui, une mère aujourd'hui qui travaille, passe plus de temps avec ses enfants qu'une mère autrefois qui ne travaillait pas. J'ai de la peine à le croire, parce que quand tu vas chercher tes enfants à 4h30 à l'école, ils se couchent à 7h30, 8h, tu as au moins 3 heures, 4 heures de compagnie. Qu'est-ce que tu changes quand tu vas chercher ton gamin à 6h à la garderie, il te reste 1 heure, quoi. Je ne sais pas exactement comment le calcul est fait. Si c'est dans le temps dédié aux tâches ménagères incluant la garde des enfants, est-ce qu'aujourd'hui proportionnellement les gens s'occupent plus mais je crois que c'était si on prend tout l'emploi du temps, et donc ça doit peut-être se jouer aussi sur les week-ends, c'est-à-dire qu'en fin de semaine les femmes de nos jours ou les parents de nos jours passent beaucoup plus de temps à s'occuper effectivement des enfants plutôt que faire autre chose et laisser les enfants s'occuper d'eux-mêmes. Mais en tout cas, bien qu'elles travaillent plus aujourd'hui,
si on parle uniquement des femmes, elles, en proportion, non, dans l'absolu, il me semble, elles passent plus de temps à s'occuper des enfants que ce qu'elles le faisaient à une autre époque. Ouais, Je ne sais pas comment ça fonctionne dans le C'est détail. possible, c'est les helicopter moms. Voilà, exactement. Aussi, Parce que ça correspond. Il faut compenser leur absence. C'est le fameux, pour moi, c'est le fameux truc où à une autre époque, on avait ces activités et puis on emmenait les enfants avec. On allait au musée et on emmenait les enfants avec. Et puis maintenant, on va aller dans des musées spéciaux pour les enfants, faire des trucs spéciaux pour les enfants et en fait passer tout son temps à accommoder les enfants plutôt que l'inverse. Je pense que c'est aussi dans ce contexte-là que s'explique ce changement. Parce qu'on comprend alors que chaque enfant est plus pesant dans la famille. Et donc ça incite à pas en avoir beaucoup parce qu'à chaque fois on se dit tout ce temps que je consacre déjà à cet enfant, il faut que je le consacre et je suis quasiment persuadé que derrière c'est pas une nécessité parce que en fait on pourrait laisser l'enfant suivre. C'est plus une culpabilisation. J'ai eu cet enfant, maintenant il faut que je m'en occupe, je vais pas le laisser. Il faut que je fasse faire des choses. Voilà, il faut que exactement, très juste. Alors que très souvent il faut le laisser traîner, rêver dans son coin et s'ennuyer surtout. Donc le mode de garde, mais bon, encore une fois, on est dans des solutions techniques qui ne répondent pas au fond du problème, qui est psychologique, qui est un problème de symbole, de valeur, on dirait, c'est-à-dire de motivation dans la vie. Et puis je vais utiliser un mot horrible, mais la classe moyennisation, la mentalité de classe moyenne d'une part grandissante des familles, enfin des couples, même s'ils ne sont pas de classe moyenne, où ils sont dans cette optique, est-ce que je peux me permettre d'avoir cet enfant, vu les coûts en fait, et qui fait pour moi directement écho à ce que disait Tucker Carlson, le journaliste américain, il y a quelques temps, qui a maintenant je pense une cinquantaine d'années et qui disait quels sont ses conseils pour les jeunes, et c'était ayez plus d'enfants que vous pouvez vous permettre, et have more kids than you can afford. L'air de dire, même si en fait vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à joindre les deux bouts, en réalité vous allez voir qu'il va y avoir, il fait pas vraiment d'implication, mais je suppose qu'il dit en réalité vous allez voir que c'est peut-être pas aussi cher que ce que vous croyez, ou alors en fait on s'adapte, on serre peut-être un peu les dents, c'est pas si grave que ça, ou alors il y a une solidarité autour de vous qui va se mettre en place. Moi j'estime que dans notre famille je la vois quand même en fait, où on se retrouve à envoyer des enfants à droite à gauche assez régulièrement chez les grands-parents, chez les oncles et tantes, et puis on s'arrange de cette manière, et que c'est moins pesant. C'est très important pour la solidarité familiale, ça. Oui. Ça c'est considérable. Et donc ça c'est un phénomène assez important. Et mais moi ce que j'ai quand même observé, qui est peut-être assez encourageant, c'est que avoir beaucoup d'enfants, ça reste quand même un statut social, un symbole d'une certaine richesse. Et j'observe quand même que sur Instagram, alors c'est très difficile de généraliser sur Instagram parce qu'en réalité avec Internet, tout n'est que petites communautés qui vivent séparées les unes des autres et qui ne montrent pas vraiment de tendance très très grande. Mais il y a quand même pas mal de gens sur Instagram qui font du contenu autour du fait qu'ils ont pas mal d'enfants. Ça marque les gens, sur YouTube aussi. Et pas mal de célébrités qui inspirent aussi par le fait qu'elles ont beaucoup d'enfants et qui donc potentiellement vont inspirer les gens. Et puis je pense aussi un peu à un phénomène de rejet
chez certaines personnes qui aiment pas trop le conformisme, de se dire ah non mais je vais pas aussi avoir 2 enfants comme tout le monde, c'est pas possible. C'est vraiment trop Conventionnel. conventionnel, trop plan-plan. Enfin, Alors moi j'avoue que c'est pas un phénomène que je perçois. Il y a une plutôt l'impression que les gens sont très conventionnels. Dans ma comme belle ça. famille, il y a une commisération, une certaine commisération vis-à-vis des familles nombreuses. Hein. Oh là là, les pauvres. Tu vois. Oui, mais Bon, c'est ça. parce que c'est une famille où il y a très peu d'enfants. Oui, dans ta belle famille un peu, mais moi je me souviens quand même très bien de notre grand-mère qui a eu 8 enfants et qui commisérait ceux qui avaient 4 ou 5 enfants parmi ses enfants, ce qui quand même est un peu bizarre parce que j'ai fait beaucoup plus que vous, mais pourquoi est-ce que vous vous embêtez à avoir tant d'enfants alors que je n'ai jamais discuté avec notre grand-mère de son avis sur sa famille nombreuse, mais je pense qu'elle en était très satisfaite, non? Elle était peut-être pas 100% voulue. Certainement. Hein. Et encore en fait, moi je sais pas quel était l'état d'esprit des gens durant le baby boom, si en fait ils maîtrisaient absolument pas leur contraception, mais si j'ai bien lu les statistiques, ça fait quand même depuis en fait le XVIIIe siècle que les Français particulièrement et les autres la contraception est pratiquée, arrivent en fait à contrôler les naissances. C'est pas du tout des naissances incontrôlées depuis, enfin en tout cas en Occident depuis 200 ans. C'est voulu quelque part. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans nos conversations là, ce que tu disais, c'était l'avenir de notre famille en dépend. Le message à faire passer à ses enfants. Je ne veux pas dire de les culpabiliser, mais de leur montrer le fait que c'est un investissement, qu'on compte sur eux pour perdurer, pour faire perdurer la famille, et puis en fait la lignée, mais aussi la structure de solidarité qui est derrière. Et de la même manière que l'avenir de l'humanité, de nos sociétés, de nos pays en dépend. Parce que si jamais les gens s'arrêtent d'avoir des enfants, c'est pas que ça va être plat, que la population va rester stable, c'est qu'elle va s'effondrer très vite. Beaucoup plus vite que ce qu'on croit. L'effondrement est cumulatif. Et la baisse est cumulative. Et donc ça provoque un effondrement. Et que donc c'est aussi, alors bon, je sais pas à quel point dans le statut les gens sont préoccupés par le collectif, par cet avenir collectif plutôt que par le leur et leur confort, mais peut-être que c'est aussi quelque chose qui fait réfléchir